Et bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV. Soyez les bienvenus sur Solo et Duo du cinéma, cette nouvelle partie de ma chaîne sur laquelle je parle de tous ces films qui n'ont connu que un chapitre, parfois deux, ou un petit peu des deux en même temps quand on parle de ça, parce que c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'il y a le téléfilm et le film, et chacun des deux médias est coupé en deux parties. On pourrait aussi bien dire qu'il y en a 4 plutôt que 2. Le sujet du jour, c'est donc ça, le téléfilm adapté du livre de Stephen King du même nom. Donc il va s'agir de parler à nouveau d'adaptation comme on l'avait fait pour la trilogie du labyrinthe et surtout pour les Harry Potter. Et je vais donc diviser la vidéo en deux parties, une première dédiée au téléfilm de 1990 et une partie au double film sorti en 2017 et 2019. Voyons voir de suite, pour commencer, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et il y en a parmi vous, de quoi parle ça? Ça est un roman d'horreur écrit par Stephen King, publié en 1986 et qui a remporté le prix British Fantasy 1987. Publisher Weekly l'a classé comme le roman le plus vendu aux États-Unis en 1986, et cette histoire raconte la lutte entre 7 enfants, terrorisés, devenus adultes, et une entité maléfique connue sous le nom de Ça, qui prend la forme des peurs les plus profondes mais se présente principalement sous la forme d'un clown maléfique qui se faisant appeler Gripsou. Le roman propose un récit non linéaire qui alterne entre deux périodes de temps différentes, à 27 ans d'intervalle dans le livre et à 30 ans d'intervalle dans le téléfilm, ainsi qu'entre les différentes perspectives et histoires personnelles des 7 personnages principaux. Il fait également alterner les monstres symboliques et les monstres de la vie réelle, et parachève le travail sur l'enfance entamé par King depuis plusieurs romans précédents. Le premier tirage atteint 1 million d'exemplaires. C'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire de l'édition que le premier tirage d'un roman atteint ce nombre symbolique. Je l'ai dit tout à l'heure, mais on a parlé plusieurs fois d'adaptation, de la difficulté que les adaptations amènent. Et ce, pour 3 raisons principales. La première de ces raisons, c'est que le lecteur d'un livre, que ce soit vous, que ce soit moi, et c'est toute la force d'un livre par rapport à d'autres médias que j'aime beaucoup moins, la plupart d'entre vous auront compris la référence, c'est qu'il y a une part d'interprétation dans la lecture. On interprète sur les visages, sur les décors, sur les créatures. Quand tu la lis, malgré la description de l'écrivain plus ou moins fournie, tu te fais une idée très personnelle et intime de ce que les personnages voient, de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils sentent, etc. C'est personnel. Chacun a le droit de visualiser ce qu'il y a dans le livre de façon différente par rapport à son voisin. Et nous, en tant que spectateurs, nous allons voir la vision d'un homme, le scénariste ou le réalisateur ou le travail entre les deux, de ce qu'ils ont perçu du livre, de ce qu'ils en ont compris, de comment ils voient les choses. Et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, je pourrais voir 10 fois une adaptation de ça, avec quelques subtilités ou quelques visions différentes de ce qui se passe. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'il y a beaucoup de choses à l'écrit qui ne passent pas à l'écran, on en a déjà parlé ensemble. Il faut donc soit les changer, soit les modifier, ou complètement les zapper, c'est selon. Par exemple, à la fin du premier livre, pour sortir des égouts après avoir combattu ça, Beverly, la seule fille du groupe des 7, couche avec chacun des 6 membres du club des ratés à la chaîne. Pas tous en même temps, ça va, ils ont fait les choses bien. Mais tu peux pas tourner ça. C'est impossible de tourner ça. Stephen King, il a quand même certains côtés un peu dérangés, un peu comme Polanski dans Le bal des vampires, vous voyez le genre? Et alors évidemment, dans le livre, c'est rempli d'allusions sexuelles. Dans le téléfilm, beaucoup moins. Dans le film version 2017-2019, déjà un peu plus autour de Beverly. Par exemple, dans le livre, le personnage de Henry Bowers, cet adolescent violent, dangereux et même tueur d'ailleurs, il se soulage souvent avec ses potes quand il s'emmerde, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de... Voilà, quoi. On passe. La dernière cause, la troisième, c'est le budget. Ça coûte beaucoup moins cher de payer un écrivain à écrire chez lui sur sa machine à écrire ou sur son ordi aujourd'hui, que de mettre en scène ce que l'écrivain avait en tête. Ce qui implique la construction de décors, la création de monstres, que ce soit articulé en animatronique ou complètement créé par ordinateur aujourd'hui. Tout ça, ça coûte très cher. Et on va forcément se poser la question en tant qu'adaptateur, en tant que réalisateur du film ou en tant que producteur surtout, est-ce qu'on y tient tellement à ce que ce soit Dobby dans Harry Potter qui donne la branchiflore à Harry? Est-ce qu'on pourrait pas donner ça à Neville, un acteur qu'on va payer moins cher que s'il fallait recréer Dobby uniquement pour cette scène-là dans le 4e film? On en a déjà parlé dans Harry Potter, mais c'est un très bon exemple. Reste que je suis toujours fortement hypé par ce que va nous proposer la vision d'un réalisateur, d'un scénariste sur ce que j'ai lu. Je ne m'en lasserai jamais. D'ailleurs, plutôt qu'à adaptation, j'ai plus envie de parler d'une interprétation. Je trouve que le mot il est plus juste,
Adaptation, ça veut dire, je prends quelque chose de brut, j'en fais quelque chose d'un petit peu tronqué, rogné, dans l'intérêt du film, parce que du coup, ça ne passerait pas. Mais c'est aussi une question de comment je l'ai vu, comment je l'ai lu. C'est ça qui est fascinant. D'où la différence entre le téléfilm dont on va parler maintenant et le film de 2017-2019 qui a, je trouve, un tout autre esprit que le premier. Ce qui n'est pas pour me déplaire du coup. Qu'en est-il du coup de cette interprétation de 1990 réalisée par Tommy Lee Wallace, le réalisateur d'Halloween 3 dont on a déjà parlé une fois? C'est parti pour l'analyse. S'il y a quelque chose de fondamentalement commun entre le téléfilm et le film, ou plutôt entre les deux téléfilms et les deux films, c'est que je préfère systématiquement la partie 1 à la partie 2. De façon plus ou moins importante, je trouve que le téléfilm partie 1 est plus attachant et plus intéressant que la partie 2, mais légèrement, et je préfère largement la partie 1 du film que la partie 2 du film dans la version cinéma, mais on aura le temps d'en parler la prochaine fois. Alors, est-ce que c'est parce que la partie 2 du roman est moins bonne? Et comme le suggère si bien le film version ciné en 2017-2019, l'écrivain Bill, qui écrit ses propres histoires, n'arrive jamais à donner des bonnes fins ou des fins satisfaisantes à son public. C'est un peu la même chose que je ressens dans les téléfilms et dans le film, alors que dans le film, justement, il critique le fait que l'écrivain n'arrive pas à faire des bonnes fins. Mais eux, non plus. C'est fort, quand même. Pour ce qui est du téléfilm, je pense que c'est surtout les comédiens qui n'arrivent pas à me convaincre autant que les comédiens enfants. Le seul acteur adulte qui pour moi est à la hauteur de ce téléfilm, c'est Tim Curry qui interprète le clown de façon magistrale, bien au-dessus de tous les autres. Mais ce que j'aime passionnément, mais vraiment passionnément dans ce livre, enfin dans les deux livres parce qu'il y a 2 tomes, est ce qu'ils ont réussi à transmettre, à retranscrire dans le téléfilm, c'est ce sentiment permanent de nostalgie. Car on peut reconnaître facilement que les effets spéciaux horrifiques sont au mieux très moyens, voire mauvais même pour l'époque. Alors attention, c'est un téléfilm avec un budget d'un téléfilm, 12 millions de dollars. Par contre, au niveau de l'ambiance du film, tant qu'on ne voit que le clown et pas ce qu'il y a derrière, c'est remarquable. Mais ce qui est encore plus remarquable encore, c'est cette magnifique sensation de nostalgie qui te prend dès le générique de début, avec cette musique mélancolique, nostalgique, triste, et ces photos en noir et blanc de ces personnages enfants dont tu n'as pas encore vu l'histoire quand tu regardes pour la première fois, mais tu sais très bien que quand tu as lu le livre ou que tu as vu le téléfilm une fois, tout ce que tu vois sur les photos, c'est déjà passé au moment où tu regardes le film, parce que le film commence par le milieu et revient au commencement. C'est une sensation très particulière, parce que plus tu le regardes, plus tu as cette nostalgie du temps qui est passé, du temps qui est révolu, parce que tu sais que le film va reprendre 30 ans après ce que tu vas voir maintenant. Ces enfants, ils ont déjà grandi par rapport aux photos que je regarde là. Les photos que je regarde, elles ont déjà un vécu. On sait déjà ce qui va se passer entre le moment où on a pris les photos et où le moment où le film commence tout de suite. Entre les deux, il y a 30 ans. 30 ans où les personnages se sont séparés, ont grandi, ont fait leur carrière, se sont complètement tous oubliés. Et tu sais qu'au moment où on se parle, où le film commence, on va leur rafraîchir la mémoire. Et pour leur rafraîchir la mémoire, on va revivre ce qui s'est passé 30 ans auparavant, au moment où les photos ont été prises. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais c'est très difficile à décrire parce que c'est quelque chose qui est vraiment en moi. Mais encore une fois, le livre de Stephen King, il est imprégné de cette ambiance-là. Et c'est même dit dès la préface, il y a une citation que j'ai bien aimée, une citation d'un chanteur d'ailleurs, c'est même pas forcément un intellectuel qui a écrit ça, qui dit « Aussi longtemps qu'il me souvienne, ce vieux patelin, c'était chez moi. Je serais mort depuis longtemps que ce patelin sera toujours là. À l'ouest, à l'est, faut le regarder de près. Tu t'es pas arrangé, mais j'étais toujours dans la peau. » Ça, c'est avant que l'histoire commence. Ça donne quand même pas mal le ton. Le ton de ces endroits qui ne bougeront jamais complètement, même s'ils peuvent changer, alors que toi, tu changes, tu grandis, tu meurs, mais derrière toi, cet endroit sera toujours là, avec d'autres enfants qui se sont assis sur les mêmes bancs, qui ont arpenté les mêmes rues, qui revivent leur propre histoire, alors que toi, tu n'y es plus. Tu n'es plus dans cette insouciance de l'enfance, mais d'autres le sont encore, et d'autres le seront encore après. Et la vie est un éternel recommencement.
pour elle, mais pas pour toi. Parce que toi, tu vas mourir un jour, alors que ce livre-là que je touche dans les mains, qui sait ce qu'il deviendra dans 50 ans ou dans 100 ans, il sera toujours là, il sera pas forcément dans un super état, mais lui, il a pas de date de péremption dans sa vie. Je vous lis un autre passage du livre, au début du livre, qui est très significatif pour moi de l'ambiance que je ressens dans le roman et que je ressens également dans le téléfilm. Le piano reprit, de nouveau la lettre à Élise. Jamais Bill Lebec n'oublierait ce morceau. Bien des années plus tard, elle lui donnerait encore la chair de poule. Le cœur lui manquerait et il se dirait « C'était ce que jouait maman le jour de la mort de Georgie ». Au moment où on écrit ça, Georgie est toujours dans la chambre de Bill au début du film, au début du livre également, où Georgie ne s'est pas encore fait tuer. Sauf que Stephen King, il est un petit peu macabre, il est déjà en train de te dire dans certaines petites lignes entre deux que Georgie va mourir, qu'il vit ses derniers instants, que c'est la dernière fois qu'il fait un bisou à son frère, que c'est la dernière fois qu'il sort de chez lui, que la mort l'attend à 500 mètres plus bas. Bref, t'as envie de dire, n'y va pas, on sait qu'il va mourir, on sait pas quand et comment, mais on sait que c'est très bientôt. C'est super puissant. Et le téléfilm, il arrive à me le refaire retranscrire, ce qui pour moi est le principal, au-delà de tous les effets horrifiques. Je vous l'ai dit, mais c'est un téléfilm haut de gamme, parce que les téléfilms en général, c'est du low budget, il n'y a pas beaucoup de moyens investis, mais dans celui-là, c'est quand même la fourchette haute des téléfilms de l'époque. Malgré tout, le côté un peu cheap des effets spéciaux, ou même de la réalisation de Tommy Lee Wallace, qui est très honnête, où il y a une certaine ambiance, mais qui fait quand même vraiment téléfilm, et ben je trouve que ça donne un côté encore plus authentique d'avoir aussi peu de moyens, parce que du coup, chacun des acteurs, mis à part 2 ou 3, et je pense surtout aux enfants, pour moi, ce sont à vie les personnages qu'ils jouent. Pour moi, ils sont Bill, Ben, Eddie, Stan, Richie, Bev et Mike. Ce sont eux, ce sont pas des acteurs, ce sont les personnages, parce que pour la plupart d'entre eux, sauf Seth Green qui a joué dans Buffy, mais qui est méconnaissable dans celui-là, et la fille qu'on a revue aussi dans Supernatural par exemple, mais sous cette apparence d'enfant, pour moi ce sont les enfants de Derry. Ce ne sont pas des comédiens qui ont tous tourné autre chose 15 jours après et qui ont joué dans des dizaines d'autres rôles, qui fait que tu te dis, ah bah oui, il a joué dans ça et ça. Non, ils ont joué dans ça. Pour la plupart d'entre eux, ils n'ont joué dans rien d'autre. Ça donne un côté authentique, parce que moi, quand je vois un acteur, il faut vraiment qu'il soit très bon pour qu'il me fasse oublier un autre rôle. On est souvent prisonnier des rôles qu'on joue au cinéma quand c'est un rôle récurrent. Là, pour le coup, la plupart des acteurs de ça, y compris Tim Curry, qui est un très bon acteur mais qu'on ne reconnaît pas vraiment sous le maquillage, ce sont à jamais les personnages de Derry. Et c'est ce qui a été révélé dans les critiques de l'époque, à savoir que toutes les scènes tournées avec les acteurs enfants sont excellentes. Elles sont crédibles. Ce sont ces scènes-là qui font le film, bien qu'elles représentent que la moitié de ce qui a été tourné. Et Tim Curry, qui fait aussi la moitié du film à lui tout seul, il faut quand même le dire. Dès qu'on est plus avec les adultes au présent, sans qu'on sache cette fois-ci ce qui va se passer après, encore une fois, je trouve ça beaucoup moins convaincant. J'y reviens après quand on parlera de la deuxième partie. Mais ce téléfilm, surtout dans cette partie 1, me renvoie à ma propre enfance. La ville de mon enfance où j'ai grandi, avec mes amis de l'époque, mes premiers amis, dont j'ai toujours des nouvelles aujourd'hui d'ailleurs, mais que je ne vois plus, ou très peu. Et ces endroits dans ma ville d'enfance où je me revois dans chaque coin de rue assis sur tel banc, avec des copines différentes, quand j'avais 15 ou 16 ans, et ben quand je retourne dans cette ville, qui aujourd'hui est toute petite, alors qu'à l'époque je pensais que c'était la plus grande et la plus belle ville du monde, et quand t'es enfant tu te dis que chez toi c'est le centre du monde, et ben quand tu revois ces bancs occupés par d'autres personnes ou qui ont été tagués depuis, mais qui sont toujours là, bah tu te prends toujours cette claque de « mais ce banc il a vachement compté pour moi alors que ce n'est qu'un banc ». Mais ce n'est qu'un banc qui va voir d'autres personnes passer, il va voir la vie passer ce banc, alors que la mienne, elle passe et je ne peux pas l'arrêter. Vous saisissez un peu ce sentiment personnel que ça me procure? Et je pense que ça fait l'effet à beaucoup de monde lorsqu'on visionne ce téléfilm, ça il est revenu. Donc le téléfilm peut être moyen dans sa partie horrifique. Vu que je m'y projette à 100%, je ne peux pas être objectif complètement si je devais faire une critique de ce film. Parce que dans ce film, je m'y projette, j'y jette mes tripes. C'est mon club des ratés, je veux en faire partie, j'en fais même partie quelque part, parce qu'on s'identifie tous à ces 7 personnages qui ont tous, selon eux, une tare ou quelque chose qui, pour eux, les rend moins normaux que les autres. Mais tous ensemble, ils sont beaucoup plus forts, beaucoup plus rassurés, ils ont beaucoup plus confiance en eux lorsque ces 7 paumés, parce que c'est le club des paumés, ou les 7 vénards, ça dépend du moment dans le livre, et ben lorsqu'ils se rencontrent, et se rencontrent d'une façon tout à fait attachante et convaincante, individuellement ils étaient faibles et ils doutaient, et ils aimaient pas leur vie, et tous ensemble, mais c'est immédiat, ils étaient tous faits pour se rencontrer. Et je me lasse jamais de la façon dont ils se rencontrent d'ailleurs. Et puis pareil, la friche, le petit endroit sous le pont, près du ruisseau, où le club des paumés va se réunir fréquemment. Bah cet endroit-là, que tu le vois dans les années 50-60 dans la première partie ou dans les années 90 dans la deuxième, cet endroit n'a pas changé. Il y a toujours le petit ruisseau qui est là. Il n'a pas bougé d'un arbre cet endroit. Et même aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai revu des images du lieu de tournage récente. Cet endroit
n'a pas changé en 2021. Une fois qu'on a parlé du côté enfance et nostalgie, du temps qui passe mais que les lieux restent, il y a quand même le côté épouvante qui occupe quand même une majeure partie de l'esprit du téléfilm. Et cette partie épouvante, même si encore une fois au moment où le monstre se dévoile sous différentes formes, momie, squelette ou autre, ça a beaucoup vieilli, mais toutes les scènes autour de cette séquence-là sont toujours bonnes aujourd'hui dans l'ambiance. Il y a vraiment un côté austère, cadavérique, une ambiance malsaine, de puanteur, de mort. On parle quand même de la mort d'enfants dans ce livre-là, c'est pas rien. On parle de mal-être, on parle de violence sexuelle, de violence tout court. Et au milieu de ça, tu as cette ambiance mortifère autour du clown, et ces séquences-là sont magnifiquement réussies. Alors je passe sur la séquence de Georgie et son bateau, la plus culte de l'histoire du cinéma d'horreur, celle qui a fait flipper tout le monde avec cette voix de clown qui résonnait dans les égouts. Prenez par exemple l'apparition du père de Ben près du lac, pour ceux qui connaissent bien. Son père, il est mort à la guerre depuis des années, donc il ne devra pas être là. Pourtant, il interpelle son fils près de la friche, dans la forêt, à un endroit où il est censé être en sécurité, et le père est de l'autre côté du lac, en costume militaire là où il a dû mourir avec, et il y a quelque chose de bizarre. C'est son père, le sourire jusqu'aux oreilles, il a vraiment une tête de mec qui est mort quoi. Ils l'ont super bien choisi, on dirait qu'il est resté dans son jus, et il est grand avec une petite tête, on dirait qu'il est un peu difforme ou pas bien proportionné, et il a un côté mécanique quand il fait son coucou comme ça. Et ce qu'il dit c'est super glauque. Salut Ben, c'est ma maison maintenant. Et il te montre le truc qui est le plus sinistre de la planète, quoi. Tu verras, mon fils, tu te plairas en bas. Putain, mais... Ah, j'ai des frissons comme dans Tintin la dernière fois. C'est glauque ce qu'il dit à son fils, même si c'est pas son fils et que ce n'est pas le père. Mais pendant quelques secondes, Ben, il y croit, avant qu'il y ait quelque chose qui, quelque part, vrille, parce que le clown, on dirait qu'il n'arrive pas à tenir ses apparences suffisamment longtemps, ou d'un moment, il se retransforme en clown. C'est critiquable d'ailleurs, parce que du coup, le clown, plusieurs fois, il aurait pu se les faire, entre guillemets, et bizarrement, il les laisse un peu filer. C'est quelque chose qui peut paraître un peu bizarre quand tu vois un film d'horreur. La scène du lavabo avec Beverly, où on ne voit pas le clown cette fois-ci, on entend juste la voix des enfants dans le siphon du lavabo qui lui disent « Approche Beverly, nous sommes les enfants morts, nous sommes tous les enfants morts, nous voulons tous se connaître, nous flottons, nous flottons, nous flottons !» Cette scène aussi, elle a marqué tout le monde à l'époque, tu n'avais pas envie de te rapprocher de ton lavabo. Tout comme la scène avec Eddie, la scène dans la douche où toutes les douches se mettent à couler ensemble et à se déplacer pour entourner Eddie, qui en plus est asthmatique le pauvre, donc du coup ça le fait suffoquer. L'ambiance est très bonne jusqu'à ce que le clown sorte du siphon dans un effet spécial abominable. Mais tout ce qui précède l'apparition du clown, encore une fois, c'est génial. Et dans le téléfilm, je ne ressens pas ce côté répétitif des apparitions du clown. Parce que dans le téléfilm, le clown apparaît aux 7 enfants à des moments différents du téléfilm, et une fois qu'ils sont adultes et qu'ils reviennent sur les lieux qu'ils ont connus, ils revoient le clown dans d'autres conditions. Donc ça fait quand même 14 apparitions du clown différentes, et à chaque fois, le clown ne va pas les avoir, ou presque. Normalement, tu devrais te dire, c'est répétitif. Dans le téléfilm, je ne le ressens pas. Alors que dans la version ciné, je ne développerai pas davantage, mais je développerai dans la prochaine partie de la vidéo, dans la version ciné, les 7 attaques enfance, les 7 attaques adultes, il fait toujours la même attaque, il va te foncer dessus, foncer sur la caméra en gueulant. Alors c'est forcément flippant quand il fait... Désolé pour ça, mais... c'est flippant parce que ça gueule, c'est pas flippant parce que l'ambiance est bonne. Mais ne grillons pas les étapes, nous parlerons de ça, le film, dans la prochaine vidéo. Fin de la première partie, génialissime dans les égouts, même si bon, le combat contre le clown est un peu facile. Tiens, prends ça, je t'en crève. Et qu'encore une fois, pour sortir des égouts, il y a une scène X qu'on ne verra absolument pas dans le téléfilm ni dans le film, heureusement. Et ça se termine sur la mort de Stan. Le mec, il s'est suicidé dans sa baignoire 10 minutes après le coup de téléphone. Même si Stan était le gosse le moins attachant des 7, t'en as quand même un des 7 qu'on pourrait penser éternel, qui est parti, qui les a abandonnés. D'ailleurs, dans le film, c'est mieux fait. Mais on n'y est pas encore. Et quand la deuxième partie commence, je suis quand même déjà un peu moins emballé, parce qu'on voit beaucoup plus les adultes, même si certaines séquences restent très bonnes. La séquence où Beverly retourne dans sa maison, en tout cas elle pense qu'elle revient dans sa maison pour retrouver son père qui n'est plus là, et elle tombe sur cette vieille dégueulasse qui est tout à fait normale au début. Qui l'invite à prendre le thé et qui
et puis qui est de plus en plus inquiétante jusqu'à ce qu'elle révèle son vrai masque, son vrai visage. Le moment où Ben revient aussi dans les friches tout seul, parce qu'il passe en taxi juste à côté, et qui du coup se souvient que c'était là, et qui descend à cet endroit et qui voit que rien n'a changé, et que même les gens n'ont pas changé, parce qu'il voit à nouveau un petit rondouillard se faire poursuivre par les nouvelles petites frappes de la ville, dans la même scène qu'il avait vécue 30 ans plus tôt. Comme quoi la vie recommence toujours au même endroit, mais pour des gens différents, mais l'endroit, encore une fois, il survit à tout le monde. Tu le ressens vachement dans cette scène-là, et tu le ressens encore plus dans une scène qu'on ne voit pas dans le film, mais qui est ma préférée. C'est bizarre de dire ça, mais ce passage auquel je fais référence, c'est le moment où Mike, le gardien du phare, le seul à être resté dans la ville, dévoile à Bill que 10 ans auparavant, il était redescendu dans les égouts, là où ils ont combattu ça, tout seul, et qu'il a récupéré les 2 pierres en argent. Ça fait appel à mon imagination. Je vois le mec qui descend tout seul, sûr qu'il va mourir parce que je crois qu'il voulait se suicider de ce qu'il dit. Et qui retourne dans ces couloirs obscurs, mais sans ses amis, cette fois-ci qui sont loin, loin, loin de cette ville, et qui va retrouver les 2 pierres en argent qui sont restées au même endroit pendant 20 ans. Dans une fissure et au niveau du sol. Et bah, imaginez ça, ça me fout une claque. Parce que du coup, j'imagine le personnage de Mike, qui est resté dans cette ville, qui a grandi dans cette ville, qui s'est vu avec ses amis dans chaque coin de rue, d'ailleurs il le dit, mais sauf que cette fois-ci, il est tout seul. Et il ne s'est jamais marié, il n'a jamais eu d'enfant, il a juste été le gardien du phare, et ça devait être super déprimant d'être 1 sur 7 pendant 30 ans à se voir, à voir chaque coin de rue où ses amis ne sont plus. Je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos que j'aimais beaucoup les lieux qui ont un certain vécu. Et ben, je le ressens énormément dans une scène qu'on ne voit pas, parce que je l'imagine. Et il n'y a rien de plus puissant que l'imagination. Alors évidemment, on n'est pas convaincu par la fin de la deuxième partie, avec cette espèce d'énorme araignée très moche. D'ailleurs, Tim Curry l'a dit en interview il n'y a pas longtemps, mais il n'est pas non plus convaincu par la fin de l'histoire. Comme je ne suis pas convaincu par la fin de l'histoire du film, où j'aurais pensé qu'ils auraient corrigé ce défaut-là, mais pas du tout. Mais le film se termine quand même sur une note, encore une fois, nostalgique, parce qu'une fois qu'ils ont battu ça définitivement, chacun va repartir encore une fois de son côté. Même Mike va cette fois-ci sortir de cette ville à tout jamais, bien que dans le livre ce soit un peu différent, parce que la ville ne survit pas à la mort de ça, puisque ça a été sous terre avant que la ville soit construite. Donc quand il n'est plus là, vu qu'il agissait sur les mentalités, vu qu'il crée un brouillard qui fait que les personnes sont un peu des zombies, n'importe qui se serait dit, moi je ne vis pas dans une ville où les gosses meurent, sauf que ça a été réfléchi par Stephen King, ça a la possibilité de rendre amnésiques les gens et de vite oublier et de tourner la page. Et quand tu t'éloignes de cette ville, c'est encore pire parce que la mémoire te fuit, tu ne te souviens plus de ce que tu as vécu dans cette ville-là. Et du coup, le fait que ses amis vont à nouveau partir loin de la ville, ça veut dire qu'ils vont s'oublier. Parce que du coup, la mémoire collective n'existe plus. Il y a que Ben et Beverly qui partent ensemble parce qu'ils sont amoureux. Et c'est le seul côté réconfortant du film et de cette fin de film, c'est qu'il y en a au moins 2 qui vont rester ensemble à vie. Mais les autres vont tous partir à nouveau de leur côté. Ils sont revenus vivre une partie de leur enfance, mais ils savent très bien qu'ils peuvent pas la revivre éternellement. Ils doivent tous retourner à leur propre vie d'adulte. Et c'est triste, parce que tu ne revivras jamais ces moments-là. À la limite, tu peux les revoir dans les yeux de tes propres enfants quand t'en as. Mais cette partie de cette vie-là, tu ne reviens pas dessus. Seuls les lieux le peuvent. Donc vous voyez, ce téléfilm d'horreur pour enfants ou pour ados me procure toutes ces sensations-là. Pour moi, ça, le téléfilm, n'est pas un film d'horreur. C'est un film sur l'enfance. C'est un film sur la nostalgie. Et il y a un côté horrifique, parce que la vie a un côté horrifique. Mais par exemple, je vais vous raconter une petite histoire pour finir. Mais il y a 7 ans, lorsque j'ai décidé de tout quitter en région parisienne pour m'installer à Nice, ville où je ne connaissais personne, nouvelle vie, et ben quand je suis arrivé dans mon appart de location, avec tous mes cartons, avec tous mes DVD, tous ceux qui sont là, sans internet, parce que j'avais pas encore fait installer le wifi et la télé, et ben qu'est-ce que je me suis dit? Ben je vais me regarder un bon vieux film que j'ai emmené avec moi. Et quel est le premier que j'ai regardé, que j'ai sorti des cartons? C'est ça, le téléfilm. Parce que déjà, il dure 3 heures, donc je me suis dit que pendant 3 heures, je ne penserais pas au fait que est-ce que j'avais fait le bon choix de partir ou pas. Et pendant ces 3 heures-là, j'ai retrouvé des amis, le club des ratés. Je finirai là-dessus. Je remercie vraiment beaucoup à ce téléfilm d'avoir simplifié le livre, et également dans la structure, parce que la structure du livre est beaucoup plus lourde. Le livre parle à un moment de rituels indiens pour tuer ça, que le film de 2017 et 2019 va reprendre d'ailleurs. Quelque chose qui me convainc pas du tout. Ça m'avait complètement sorti du film, même si encore une fois c'est le sujet de la prochaine fois, donc on va se laisser là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de ça,
le film de 2017 et 2019, mais vous aurez compris dans cette vidéo que je ne suis pas complètement convaincu par le remake, ou plutôt cette nouvelle adaptation du livre. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, d'être allé jusqu'au bout si vous êtes toujours là. Merci surtout de vous abonner à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et je vous en remercie pour manifester votre soutien et faire en sorte que cette chaîne soit de plus en plus connue ou au moins reconnue. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Ce que représente le téléfilm ça pour vous? Est-ce que vous avez cette même sensation de nostalgie de l'enfance que ça me procure à moi et qui fait que je peux regarder ce film indéfiniment? N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour parler cette fois-ci du film ça de 2017 et 2019 qui était également en 2 parties. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!